Beaucoup. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à tous. Alors je me démasque un instant, voilà, comme ça vous, vous m'avez vu. Enchanté. François-Xavier Petit. Donc moi je suis le directeur général de Matrice. Je vais vous en dire un mot, mais peut-être avant. Peut-être vous dire davantage qui je suis et peut-être d'où je parle. C'est peut-être ça le plus intéressant. Moi, je suis historien. Je suis agrégé d'histoire. J'enseigne l'histoire moderne à la Sorbonne et l'anthropologie à l'École des hautes études en sciences sociales. Ma vraie spécialité, c'est le XVIIe siècle et la suite des guerres de religion, ce qui ne nous rapproche pas complètement de la question de la transformation digitale et de l'innovation, quoique, et on y reviendra. Et ensuite, j'ai eu une expérience en cabinet ministériel. Après, je suis passé à l'école 42, que vous connaissez forcément. Et c'est au sein de l'école 42 qu'on a construit Matrice, à la fois pour en être la suite, quelque part un maillon entre 42 et Station F, mais aussi pour faire des choses un peu différentes. Alors qu'est-ce que Matrice en deux mots, et puis après justement c'est ça qui va nous permettre de discuter un peu du sujet. Matrice on le définit comme un institut d'innovation technologique et sociale, au sens où l'approche qui est la nôtre est de se dire si on veut adresser pour de vrai la question de la transformation digitale, on ne peut pas s'en tenir à une seule compétence technique. On ne peut pas s'en tenir non plus à une seule compétence économique. Il faut être capable non seulement de les lier, mais aussi de les inscrire dans une capacité à comprendre et à cerner la société au-delà qu'avec des outils économiques, d'analyse de marché et autres. Et que pour le coup, si on ne saisit pas les mouvements de fond des sociétés au sens des sciences humaines, alors en vrai, on la manque, cette transformation digitale. Et tout ça c'est théorique, mais je vous donnerai des exemples un peu plus concrets de la manière dont on aborde les choses, à la fois sur des projets qu'on a réalisés, mais aussi sur qu'est-ce que ça veut dire en vrai, en termes de transformation digitale, comment est-ce qu'elle peut se jouer. Parce qu'en fait, et c'est bien le sujet, cette question de transformation digitale est beaucoup plus large que ce que l'on veut bien lui donner comme sens en général. Matrice, donc ça s'est construit comme tel, comme donc Institut d'innovation technologique et sociale, je le disais, et du coup, au même endroit, et c'est ça l'enjeu, on orchestre à la fois des programmes de formation, et au métier de la tech dans la suite de l'école 42. En gros, hein, l'école fait toute la partie très initiale sur du développement. Matrice prend la suite dans des aspects de professionnalisation et de renforcement sur un certain nombre de sujets, que ce soit la data et autres. Toute une practice autour de l'entrepreneuriat, avec notamment des formations à l'entrepreneuriat, mais aussi toute une logique d'incubateur et d'accélérateur qui prend le relais. Une approche également de recherche, où pour le coup on fait du transfert de technologie avec des acteurs comme le Commissariat à l'énergie atomique, comme le CNRS, comme l'Agence spatiale européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différentes verticales sont faites pour se croiser. Et qu'en réalité, le fait de faire du transfert de technologie, non pas simplement uniquement dans un face-à-face avec les laboratoires scientifiques, mais au milieu d'un incubateur, à côté de formation, génère des passages qui n'existent pas ailleurs. Et tout l'enjeu, il est celui-ci. Quand on parle de transformation digitale, on dit comment est-ce qu'on est capable de casser les silos et de faire en sorte qu'à l'intérieur d'une entreprise, ça puisse communiquer davantage. Ben voilà. L'un des éléments de réponse, il est de dire comment est-ce qu'une même communauté est en capacité d'orchestrer des programmes différents au même endroit, au même moment, et de créer entre eux les synergies nécessaires. Et là aussi, je donnerai quelques exemples plus concrets après. Et puis, en plus de ça, on a des laboratoires d'innovation où on travaille avec des entreprises dans justement la capacité d'amener de la transformation digitale chez elles, et pas que digitale, mais également managériale, mais au-delà organisationnelle, y compris sur le produit. Et puis, toute une partie de résidence artistique qui permet, là encore, de questionner les enjeux numériques, mais de les questionner par des artistes et d'amener leurs réflexions aussi dans le monde économique. Un exemple qui est tout à fait quotidien aujourd'hui, qui est l'utilisation de Zoom, de Skype et des visios. Ça vient, quelque part, d'une performance artistique qui a été faite dans les années 80 par deux artistes américaines, Cheryl Rabinowitz et Kit Galloway, qui avaient installé un écran
un à Los Angeles et un autre à New York, qui étaient reliés par satellite et qui permettaient de communiquer. C'était une performance artistique, c'était la première fois que ça se faisait, et autour de cela, s'était généré tout un mouvement assez intéressant où les familles venaient se montrer les bébés qui venaient de naître. Enfin voilà, c'était assez chouette. Ça a généré, c'était une installation éphémère, mais qui a généré un peu de buzz à ce moment-là. 40 ans plus tard, c'est devenu une pratique particulièrement quotidienne. Alors, le lien n'est pas si direct entre l'un et l'autre. Néanmoins, en vrai, on constate que ce qui s'invente dans l'art met souvent 40 à 50 ans, il n'y a pas de règle absolue, mais à passer dans le monde économique. Et si on gagnait du temps ? Et si on était capable, par justement une proximité beaucoup plus forte entre ce qui s'invente dans l'art, ce qui se fait dans le monde économique, ce qui se joue dans le monde de la recherche, ce qui se fait dans le monde de la formation, de pouvoir, non pas mettre 40 ans pour faire ce passage, mais mettre 5 ans, 5 mois, j'en sais rien. Mais en tous les cas, voilà, jouer ça. Donc l'enjeu et l'objet de Matrice, il est à cet endroit-là, dans cette capacité de lier ces différents enjeux. Je voudrais vous donner justement quelques exemples de projets sur lesquels on a travaillé et pour pouvoir les analyser ensemble dans ce que ça dit en vrai de la transformation numérique. On a été sollicité récemment par l'Assemblée nationale sur la question de comment est-ce qu'on transforme le processus d'amendement parlementaire. Alors là, tout de suite, c'est la boîte de Pandore, parce que quand on ouvre cette question-là, on tombe sur les députés de l'opposition qui nous disent « Attendez, vous êtes mignons, mais d'une part, les politiques, c'est nous, et d'autre part, dans ce pays, l'opposition ne sert à rien, donc si en plus, vous nous empêchez de faire des amendements, on va vraiment servir à rien du tout. » Et puis quand on va questionner le groupe majoritaire, ils disent « Ok, d'accord, c'est bien, mais attention, parce que dans ce pays, le Parlement ne sert à rien, c'est que l'exécutif qui a le pouvoir. Donc si vous nous prenez notre privilège et processus d'amendement, en réalité, autant supprimer le Parlement, parce que ça ne sert à rien. En ce sens, opposition et majorité sont assez convergents sur ce sujet. Même chose quand on va interroger le service de la séance et la présidence de l'Assemblée nationale, ils nous disent « D'accord, mais tout cela est intéressant de mettre un outil technique qui viendrait soutenir ce processus-là. Mais dites-vous bien que la fabrique de la loi, elle se fait sous le regard des citoyens, dans un hémicycle relativement vide. Si en plus on a un outil technique sur lequel on n'a pas la main et qui vient bugger à un moment, la démocratie est ridicule. Alors que quand on a des huissiers qui distribuent des amendements papier, au moins on tient à peu près le processus. Si on ne saisit pas ça, si on n'entre pas dans cette compréhension large de ce qui se joue en fait dans le fond de notre démocratie, en réalité, on peut débarquer avec des tas de solutions qui seront vraiment pertinentes sur le plan de la rationalité, sur le plan de l'efficacité, sur le plan de la capacité à gagner du temps et donc de la qualité dans la fabrique de la loi. En vrai, ça ne fonctionnera pas. Et pour le voir depuis justement un monde numérique, les cimetières numériques sont pleins de formidables applications qui, en vrai, avaient un bon modèle économique, avaient un bon truc, mais qui n'ont jamais réussi à percer la société dans laquelle elle méritait de s'insérer. Et la difficulté, elle est là. Et donc, du coup, toute l'approche de cette transformation digitale, elle est d'abord de commencer par la sociologie, par l'anthropologie, par l'analyse des contextes, pour pouvoir justement en sortir quelque chose. Et là, quand on va gratter, on trouve des choses extrêmement intéressantes. Et la première chose que l'on trouve, c'est la peur, et ça, c'est pas valable que à cet endroit-là, mais c'est valable en fait partout, la peur de professionnels face à la question du digital qui viendra dévorer leur emploi. Et en vrai, le fait majeur du contemporain, il est quand même là. Il est quand même dans la manière dont l'automatisation vient dévorer des pans entiers de compétences et de qualifications. Et encore plus de gens dont l'habileté, l'agilité, la capacité à se mouvoir sur le marché du travail est relativement faible. Hein. Si on regarde bien la courbe de l'emploi, j'ai vu après en étant au ministère du Travail, en vrai les compétences qui sont vraiment évidées par le numérique, ce sont des techniciens un peu qualifiés de premier niveau, donc c'est pas les plus bas qui font les tâches les moins digitalisables, par exemple transporter des cartons et autres. Il y a beaucoup de livreurs à vélo et c'est même des métiers en extension, mais c'est plutôt les premières tâches qualifiées et qui peuvent être remplacées par des machines. Donc ça marche sur plein de métiers et typiquement, même des métiers extrêmement qualifiés comme administrateur de l'Assemblée nationale, comme collaborateur parlementaire, qui disent oui mais comment est-ce qu'un outil technologique ne vient pas dévorer notre propre emploi. Et c'est ça l'un des sujets les plus forts que, en tous les cas, moi je constate, qu'il faut réussir à traiter. Même chose, on travaille en ce moment avec des groupes de grande distribution
Et quand on pose cette question, justement, aux caissiers et caissières, le premier problème, il est là. Il est de dire, pourquoi pas la caisse automatique? Mais en vrai, non. En vrai, non, parce que c'est mon job et parce que j'ai une maison, j'ai un crédit, j'ai des gamins, j'ai un mari, une femme qui a un boulot. Enfin, je veux dire, vous êtes sympa, mais en vrai, on va pas devenir data scientist. Voilà, moi, on m'a dit ça texto, et c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est peut-être le propre de notre révolution technologique. Si on regarde bien les révolutions technologiques passées, le passage du monde agricole au monde industriel se fait relativement facilement, avec plein de guillemets, mais parce que les personnes qui peuvent quitter les campagnes pour s'embaucher à l'usine sur l'île Saint-Denis ou alors devenir bonnes pour les Bretonnes à Paris, c'est les mêmes niveaux de qualification. Aujourd'hui, les métiers qui disparaissent versus les métiers dont on a besoin, il y a un écart de qualification très fort. C'est exactement ce bon exemple que me disait la caissière. Vous êtes gentil, mais je ne vais pas devenir data scientist. Et donc là, on a une problématique particulièrement forte à cet endroit. Et c'est là que la transformation digitale, dans plein de cas, se fracasse. Non pas qu'il n'y ait pas de besoin, non pas que, mais ça se fracasse à cet endroit. Et là, on a dû traiter la question de l'identité des collaborateurs parlementaires, des administrateurs de l'Assemblée, hein, l'un des plus prestigieux concours après le Quai d'Orsay, après l'ENA, après le Quai d'Orsay, après d'autres concours, qui disent, mais si nous, on n'est plus dans la manière d'assister, d'accompagner les députés dans l'écriture de la loi, alors en vrai, on ne sert plus. Et donc, par conséquent, vous allez nous trouver sur votre route, et sachez qu'on est sans doute bien plus puissant que vous. Et ça, je veux bien le croire. Du coup, voilà, le sujet, il est de dire comment est-ce qu'on vient avec une vision de ce que c'est que la transformation numérique. Comment est-ce que celle-ci est en capacité de poser sur le monde du travail un regard réel. J'insiste là-dessus parce que je pense que c'est l'enjeu le plus central et que c'est souvent celui qu'on manque en réalité dans la manière de porter des projets où on est très convaincu de l'enjeu de la réorganisation, on est très convaincu de l'enjeu du déploiement d'une ou plusieurs solutions techniques dans la capacité de faire gagner du temps, et on ne traite pas les identités professionnelles dans la manière dont elles se posent, et on ne traite pas justement la nouvelle synthèse à établir entre ce qui est de l'ordre de l'humain et ce qui est de l'ordre de la machine. Et c'est une question qui est très compliquée. C'est une question qui est particulièrement compliquée parce que, en fait, ça ne se fait pas comme ça. L'enjeu, il est de sortir de cette opposition qui est absolument insoluble, homme-machine. C'est-à-dire que s'il s'agit de dire plutôt l'humain ou plutôt la machine, ça n'a aucun sens. Et on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Parce que si on dit plutôt la machine, en face, on a tous les êtres humains qui disent « Ok, mais mon job ». Et si on dit plutôt l'humain, on dit « D'accord, mais enfin, au risque de pas de progrès technologique, au risque de ne pas aller plus vite et plus fort sur la rentabilité. Bref, ça n'a pas de sens. Il faut pouvoir déporter ce projet et cette question-là. La question et la proposition que moi je fais, que nous on fait à Matrice, c'est de dire comment est-ce qu'on vient automatiser ce qui doit l'être et ce qui relève de la machine pour pouvoir désautomatiser les humains et faire en sorte qu'on les replace sur des tâches à valeur humaine ajoutée. Pour le dire en termes plus clairs, dans le cadre de la caisse automatique, il est évident que ce sont des métiers qui sont d'abord des métiers de machine et que pour le coup, le sujet est de véritablement les automatiser. Et d'ailleurs, quand on discute pour de vrai et qu'on rentre un peu dans la discussion avec des hôtes de caisse, ce qu'ils aiment de leur métier, car beaucoup l'aiment, c'est pas du tout le métier en tant que tel. C'est le contact, c'est ci, ça, mais c'est pas le fait de passer les produits devant le laser qui reconnaît le code barre. Absolument pas. Donc ça appartient à la machine. Par contre, et c'est bien là toute la difficulté de la transformation digitale, si le constat est de dire bon, bah, très bien, merci, la porte et Pôle emploi, c'est par ici, en vrai c'est insoluble. C'est impossible. Et donc la question est de dire comment est-ce que face à ça, on reconstruit à l'intérieur même de l'entreprise ou du secteur, les métiers qui permettent de répondre à ces qualifications-là. Comment est-ce que dans une problématique de circuit court, par exemple, eh bien, on peut dire, voilà, le nouveau métier de l'ex-caissière est de tenir le stand de producteur local qui ne peut pas être sur sa ferme et à Carrefour pour vendre ses produits, et du coup, lui permettre de faire cette alliance entre la grande distribution et les producteurs, là où, pour le coup, on est plutôt dans une logique inverse, où on écrase les marges et les petits producteurs souffrent. Et ça, c'est un nouveau métier à valeur humaine ajoutée pour la caissière, qui peut connaître ses produits, qui peut connaître son producteur. Est-ce que c'est ce métier-là ou est-ce que c'en est un autre? Peu importe. Est-ce que c'est un métier de, par exemple, taxi rural pour aller chercher les petites mamies dans la campagne, etc., etc. Mais sinon, il n'y a pas de possibilité. Donc la question, elle est de dire, voilà, qu'est-ce qui relève de la machine, qu'est-ce qui vient s'automatiser, et il faut aller dans ce sens-là, et c'est intéressant. Pareil, hein, la question technophobe, technophile, on la sort.
Elle n'a aucun sens. On ne peut pas s'en sortir avec ces questions. C'est vraiment les questions pièges, c'est les questions les plus pièges de la transformation digitale. Et donc on n'y arrivera jamais. Et du coup, voilà, comment est-ce qu'on vient automatiser ce qui doit l'être, désautomatiser ce qui doit l'être. L'enjeu, il se joue là. Et si on n'est pas capable de construire cette synthèse-là plutôt à l'intérieur d'une entreprise ou d'un secteur donné, alors ça ne marche pas. Parce que si on le fait à l'échelle de la société, ça veut dire pour les gens, très bien, donc du coup, vos métiers sont supprimés, mais vous serez reformés par des organismes de formation professionnelle, en passant par Pôle emploi, etc. Ce qui est une rupture beaucoup trop douloureuse, beaucoup trop lourde dans la vie des gens. Donc ça se joue à l'intérieur. Dans l'exemple que je prenais de l'Assemblée nationale, l'enjeu, il est de dire comment est-ce qu'on assiste, comment est-ce qu'on permet aux collaborateurs, aux administrateurs de l'Assemblée de rentrer sur des tâches à valeur humaine ajoutée. Et là, on creuse un peu. Et on trouve que, en vrai, la question de la rédaction des amendements, elle se joue principalement, non pas sur le fond de l'amendement, qu'est-ce qu'on met dans l'amendement, mais elle se joue beaucoup sur ce qu'on appelle la légistique. La légistique, ça veut dire la capacité à bien écrire en droit l'amendement pour qu'il puisse s'insérer dans le code du travail, le code de la sécu, n'importe quel code, mais en tous les cas, qu'il soit bien écrit d'un point de vue juridique. Et là, c'est là que l'automatisation elle devient intéressante. Comment est-ce qu'on invente une solution qui permet de régler la légistique, c'est-à-dire de bien écrire en droit et qui est automatisée, pour permettre aux députés, à son collaborateur, à tout ce petit monde-là, de travailler sur le fond du projet. Et alors, à ce moment-là, la transformation digitale, elle devient évidente. Elle devient soutenue par tous. Et tous ceux qu'on avait contre au début deviennent des soutiens du projet. Parce que on développe cette vision-là. Et pas simplement développer une vision, mais ça veut dire les former, ça veut dire les acculturer, ça veut dire les emmener dans cette réflexion large sur ce qu'est le monde du travail et ce que sont les enjeux de l'automatisation dans une perspective historique et critique un peu plus large. Et du coup, la suite, c'est comment est-ce que à l'intérieur de la communauté que je décrivais tout à l'heure, on prend ça dans une logique de conduite de projet de transformation, et puis comment est-ce qu'on sort une solution qui fonctionne aujourd'hui, qui est en test sur le site de l'Assemblée, qui deviendra bientôt partagé par tous les députés. Comment est-ce que justement on peut, en tant que député, modifier le texte de loi en langage naturel, c'est-à-dire rayer des mots, etc. Et en appuyant sur un bouton, on se fait la conversion et qui fait que l'amendement est écrit automatiquement. À l'article 1 est ajouté, considérant le code de la Sécu, etc. Et c'est écrit en langage juridique. Aujourd'hui, on arrive à régler 93% des cas, des cas de conversion en légistique pour des amendements. Il reste 7% sur lesquels on n'arrive pas parce que c'est trop compliqué en termes intellectuels, en termes de subtilité de la loi. Enfin, ça fait quand même moins 93 sur la capacité à écrire en légistique. Et c'est là que l'administrateur de l'Assemblée, il est requalifié. Parce que non seulement il intervient sur les cas les plus complexes, mais en plus, il a davantage de temps pour être sur le fond des choses. Et c'est ce partage-là qui est intéressant dans la transformation digitale. C'est ce partage-là qui est l'enjeu réel de nos sociétés, cette fois-ci au sens large, mais aussi au sens étroit, au sens des entreprises, dans la capacité à transformer ce qu'elles font. Parce que, en vrai, le lien entre nos technologies et nos sociétés est beaucoup plus fort qu'on ne croit. Bien souvent, quand on le prend à l'échelle de « j'ai une entreprise qui a un problème et je viens lui apporter une solution », oui, on a l'impression que ça peut se faire comme tel, un problème, une solution, mais en vrai, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ce lien entre technologie et société est beaucoup plus fort. Je voudrais prendre un exemple historique pour pouvoir le démontrer. On va remonter à l'invention du protestantisme. L'invention du protestantisme est un phénomène technologique. Il faut le voir comme tel. C'est-à-dire que quand Martin Luther ou Jean Calvin disent qu'il faut que les fidèles aient accès au texte religieux, directement, et donc à pouvoir le lire, ça veut dire que non seulement il est diffusable, et que par ailleurs il est écrit en langue vernaculaire, là où jusqu'à présent le catholicisme fonctionnait par des textes uniquement recopiés à la main par des moines copistes, ce qui dit un coût bien plus grand et une capacité productive bien plus faible, et par ailleurs, uniquement en latin, langue que l'on ne parle plus dans les années 1500, enfin que l'on ne parle plus à part les clercs dans les années 1500. Si Luther et Calvin sont en capacité de formuler ainsi l'évolution de la chose religieuse, c'est parce que s'est développée en parallèle une infrastructure de capacité qui est l'invention de l'imprimerie.
Il n'y a pas un lien aussi direct que ça. Calvin et Luther ne sont pas dit, tiens, il y a l'imprimerie, bim, on va changer l'approche de la religion. Mais ça veut dire que, en vrai, la technologie fabrique la société au moins autant que la société fabrique la technologie. Et ça, c'est décisif. La technologie fabrique la société au moins autant que la société fabrique la technologie. C'est-à-dire que sans l'invention de l'imprimerie, Luther et Calvin ne peuvent pas être dans des dispositions d'esprit qui les amènent à se dire il faut qu'on change le rapport au texte. Parce que si on ne peut pas l'imprimer à grande échelle, et si l'idée même d'imprimer à grande échelle n'existe pas, alors il n'y a pas de protestantisme. C'est la même chose qui se joue aujourd'hui, dans la manière dont nos systèmes techniques sont devenus l'armature du monde contemporain. Et pas simplement parce qu'on a des devices dans tous les sens, mais parce que ce sont eux qui structurent nos... C'est la fin ? Voilà, 55... Je ne sais pas ce qu'il me dit, mais parce que là j'avais 55h55, donc j'étais un peu perdu. Ce sont eux qui, en effet, structurent notre rapport au monde. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait tenter une forme d'explication ainsi dans l'abstention des dernières élections. Alors certes, il y a le Covid, certes, il y a toutes les explications qu'on a données. Mais peut-être qu'il y a aussi le fait que quasiment l'ensemble des offres politiques étaient en dehors de la question numérique. Ou alors, et de la question de la transformation numérique. Ou alors, sur un angle un peu sectoriel, on va faire une appli pour machin. Mais en fait, c'est pas ça la question. Nous sommes aujourd'hui saturés de questions technologiques. Comment garde-t-on son emploi dans un temps d'automatisation? Comment éduque-t-on ses enfants à Internet? Comment est-ce que des algorithmes, même très bien pensants et avec une très bonne intuition, ne contribuent pas à nous enfermer quelque part? Prenons l'exemple de la question de la recommandation de sortie culturelle. C'est un exemple fascinant. Si vous aimez les comédies musicales, votre appli qui vous fait des recommandations va l'enregistrer, parce que vous serez allé voir une comédie, 2 comédies, 3 comédies, etc., etc. Et donc, par conséquent, très logiquement, dans le système d'apprentissage automatique, la recommandation que fera l'algorithme est de vous envoyer de nouveau vers des comédies musicales. C'est normal, et ça fonctionne comme ça. L'intelligence artificielle dans la capacité mathématique de pouvoir repérer des tendances et les pousser davantage. Or, pour le coup, c'est un objet massif d'enfermement, d'éloignement de la réalité du monde. À quel moment est-ce que justement on est en capacité de connaître et de comprendre ces algorithmes pour pouvoir savoir et mesurer ce risque d'enfermement? Et à quel moment est-ce qu'on est capable de connaître et comprendre ces algorithmes pour pouvoir leur faire dire « Écoute, je sais que tu adores les comédies musicales, mais là on va tenter autre chose, je t'envoie à la comédie française, on verra si ça te plaît ou si ça te plaît pas, on remplira un questionnaire, machin, on adaptera, puisque l'intelligence artificielle permet de varier et de pondérer, donc on peut apprendre comme tel, de manière à ne pas t'enfermer, de manière à toujours ouvrir ton horizon. » Et peut-être que c'est là qu'on tombe sur l'un des éléments les plus importants qui se pose par rapport à la question du numérique. Dans la manière dont celui-ci, par les dispositifs automatisés qu'il développe autour de nous, risque de nous enfermer, voire risque de nous cacher, en vrai, les biais décisionnels du monde contemporain. Prenez Parcoursup. Vous avez peut-être des enfants qui sont en ce moment en train de savoir si, hop, ils vont aller là ou là. C'est sans doute, algorithmiquement parlant, pertinent, ce choix-là. On ne remet pas le truc en cause. Par contre, ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est pris à la fac de Rouen et pas à celle de Perpignan est absolument inconcevable. Et d'autant plus inconcevable que du coup, on se dit qu'il y a derrière ça des choix cachés, des logiques cachées, des choses qu'on ne nous dit pas quand on est au bas de l'échelle et qu'on ne les comprend pas, et qui font que bien évidemment, ceux qui sont au-dessus ont faculté à s'en départir. J'ai été appelé récemment par un oncle qui me dit bah voilà, mon fils il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, toi qui as fréquenté les ministres socialistes, tu connais forcément Najat, tu peux l'appeler, est-ce qu'elle peut pas nous expliquer comment ça marche pour qu'on puisse bypasser le truc? Bon, au-delà de l'anecdote, pour le coup, l'opacité forte de ces sujets-là fait que, en réalité, on est en train de générer, dans tout l'imaginaire de la transformation numérique qui se développe, on est en train de générer une désaffiliation forte d'une partie de la société qui le dit bruyamment, je veux dire, en n'allant pas voter, ou alors en votant Donald Trump, d'une certaine manière. Une désaffiliation forte de la société par rapport à, justement, le cadre technologique dans lequel elle vit. Alors,
là encore, il y a plein d'autres explications. Je ne veux pas faire de celle-ci l'alpha et l'oméga. Mais en tous les cas, il faut qu'on la considère. Et il faut que, quand nous, on est convaincus de la transformation digitale, on soit en capacité de comprendre les effets sociaux de celle-ci et ce qu'elle dit. J'ai fait une petite enquête, on n'est pas loin justement de Roissy et d'Air France, sur les causes de l'échec du référendum de Jean-Marc Janaillac il y a quelques temps, là où il avait justement mis sa tête en jeu sur la base d'un référendum qui traitait de plein de sujets. Et sur les gens qui ont voté non. Et les gens qui ont voté non, j'ai trouvé beaucoup de gens qui savaient que leur emploi serait supprimé. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les prolos, ils ne sont pas idiots. Ils savent parfaitement ce que le numérique leur réserve. Des gens qui notamment traçaient sur les cartes les tracés des avions. Sur des cartes papier pour savoir si l'avion tombe, où est-ce qu'il est, en fonction de l'heure. Objet automatisable à proprement parler. Ils le savaient. On leur avait dit maintenant il faut évoluer, il faut aller vers d'autres jobs. Pour aller vers d'autres jobs, il fallait parler anglais, parce que c'est ça la règle de la boîte, et puis c'est tout. Eux, 45, 50 ans, l'anglais, ils n'y arrivaient pas, et ils disaient c'est pas maintenant que j'apprends l'anglais, c'est pas possible. Donc par conséquent, je vais me défendre. Macron, il l'a dit, je vous cite, il a dit qu'ils viennent me chercher. Et bien moi c'est pareil, qu'ils viennent me chercher. Donc par conséquent, tant que je suis là, je tiens le coup. Et donc c'est non. Il y a quoi dans le référendum? Je m'en fous, c'est non. Je ne les aiderai pas. Qu'ils viennent me chercher. Cette approche-là, cet enjeu-là, c'est ça qui fera échouer ou pas la question de la transformation digitale. C'est ça qui fera échouer ou pas la capacité à amener son groupe à un autre endroit. Dans la possibilité de cerner ce que le numérique veut dire, notamment pour les catégories populaires ou moyennes, en termes de métier, en termes de projection dans la société, en termes de capacité justement à se construire un avenir et du coup à s'engager dans la manière dont la boîte se transforme. Alors bien évidemment, c'est pas absolu, on trouvera toujours des gens qui sont convaincus, qui y croient, qui disent allez je vais faire l'effort. Mais en même temps, voilà, où est la majorité? À quel moment est-ce que c'est la majorité qui dit non? Ou à quel moment est-ce que c'est une minorité de blocage suffisamment forte qui fait qu'elle empêche la question de la transformation numérique? Donc il y a derrière cette question de la transformation digitale, derrière cette question-là, il y a plein de sujets. Il y a la question de la boîte noire. Il y a la question de l'enfermement des algorithmes. Il y a la question, en effet, de la désaffiliation de la société par rapport aux questions qui l'assaillent tous les jours. Tous les jours. Que faire face aux écrans quand on est parent? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus centrale que plein de sujets qui étaient dans les programmes électoraux des différentes élections. Et surtout, en plus, quand on fait ces élections sur la sécurité, alors que ce n'est pas une compétence régionale. Donc, voilà, il y a toutes ces questions qui sont là extrêmement fortes. Mais il y a la question de la Smart City. Décidément. Dans quelle mesure est-ce que la Smart City, dans quelle mesure est-ce que la Smart City, qui jusqu'à présent était très largement tirée par l'imaginaire californien, dirais-je, d'une cité qui, par la captation de plein de données sur les radars, les feux, les temps d'attente, etc., est en capacité de faciliter l'expérience utilisateur et l'ergonomie. Et qui, depuis la pandémie, est peut-être en train de glisser d'un modèle très californien vers un modèle beaucoup plus chinois, où justement la captation de ces données, eh bien, ça permet plutôt de savoir où vous étiez, avec qui vous étiez, de transmettre ça à la Sécu pour qu'elle puisse vous protéger potentiellement contre le Covid, mais en tous les cas, qu'elle puisse basculer vers une logique de surveillance beaucoup plus forte. Ces questions-là, elles sont forcément posées dans l'enjeu de la transformation numérique. Parce que si on débarque voir une collectivité territoriale avec nos fabuleuses solutions pour faire de la Smart City, si on n'est pas capable de porter ces questions-là aussi à son intention, alors forcément, elles bloqueront. Alors forcément, ça n'avancera pas. Et ça n'avancera pas aussi pour des mauvaises raisons. Pour des gens qui sont technocritiques et qui disent « Ah, moi, je ne veux pas en entendre parler qui viendront bloquer. » C'est à nous qui sommes convaincus, et je crois que c'est plutôt le cas ici, sinon on ne serait pas forcément là, de porter aussi une lecture de ce que le numérique peut pour la société. Et ça, c'est particulièrement central. Ça, c'est particulièrement important dans la manière dont on pense ces choses. Et donc, du coup, je reviens sur l'enjeu matrice, que c'est à cet endroit-là que, en fait, pour nous, se joue la transformation numérique. Et c'est pour ça que chercheurs, artistes, entrepreneurs, étudiants sont amenés à collaborer dans une capacité de faire advenir des projets. Et on en a fait plein. Je donnais l'exemple
de l'Assemblée nationale, on a travaillé avec la Marine et Thales sur des questions de surveillance maritime, on a travaillé avec Roche sur des sujets d'entreprise de santé du futur. Tout cela fonctionne à tous les endroits, pour peu qu'on soit capable de se dire la transformation numérique est un fait social global, et pas un enjeu pur de management ou pur de technologie, pur de business, c'est un fait social total. Il faut le cerner comme un fait social total, sinon c'est par là qu'on se cassera la figure. Et à plein de niveaux. Si on reprend l'analyse marxiste de l'économie, il y a peut-être des choses à en tirer par rapport à la dynamique qui est la nôtre aujourd'hui. Quand Marx fait la critique d'Adam Smith et du libéralisme, il montre quelque chose. Il montre que, et d'ailleurs Smith le disait aussi, dans La richesse des nations, en 1776, Smith décrit l'exemple classique que vous connaissez de la manufacture d'épingles, où il montre que un individu qui sait fabriquer une épingle met une journée pour le faire. Si on découpe cette épingle en 17 tâches différentes, beaucoup plus spécialisées, où on peut apprendre plus vite avec davantage de dextérité, on peut en faire quasiment 1000 fois plus en une journée. Est-ce que Smith dit, mais attention, un individu qui savait faire une épingle, il a une compétence. Un individu qui sait faire un 17e d'épingle, il n'a pas vraiment de compétence, et au sens où ça ne se revend pas sur le marché, ou en tous les cas, bien moins bien. Et c'est ce que Marx appelle la prolétarisation, c'est-à-dire la capacité à confisquer le savoir-faire, l'intelligence de la main, dirait Raffarin, la capacité à le confisquer pour pouvoir justement le localiser ailleurs, et du coup à rendre le travailleur dépendant. Est-ce que dans la manière dont nos dispositifs technologiques fonctionnent, on n'est pas à un stade plus avancé de la prolétarisation, qui n'est pas uniquement sur la dimension de la main, mais qui serait la prolétarisation de l'esprit, d'une certaine manière. Comment est-ce que, par nos dispositifs technologiques, et par nos prothèses qui nous entourent, on capte la capacité à savoir, comprendre, savoir théoriser, savoir penser. Prenez un exemple. Le GPS. L'invention du GPS, que je critique pas, c'est pas le sujet, hein, mais l'invention du GPS a changé radicalement le rapport au territoire. Si vous prenez un Uber, un taxi, etc., dans plein de cas, la connaissance de la ville n'existe quasiment plus, puisque Waze vous donne le chemin et c'est parti. C'est très bien. Mais dans quelle mesure est-ce que là, on n'est pas face à un sujet de déqualification extrêmement fort, et qui fait que si on ne le prend pas en compte dans la transformation numérique, alors, en vrai, on va non seulement fabriquer des gens qui vont être de moins en moins employables, mais par ailleurs qui vont résister face à ces différents dispositifs. Et historiquement, tous les apports technologiques ont généré des résistances extrêmement fortes, des métiers à tisser jusqu'au ludite, etc., etc. Donc cette question, elle se pose. Alors, ça ne veut pas dire, là encore, qu'on est pour ou contre le GPS, parce que ça, c'est idiot. La question, elle est de dire comment est-ce que nos outils technologiques, et je pense que c'est ça l'un des éléments les plus importants, et je terminerai par là, c'est ça. C'est ma conclusion. Comment est-ce que nos dispositifs technologiques sont en capacité de, justement, de redévelopper nos savoirs différemment? Comment est-ce que, par exemple, prenons l'exemple du GPS, en plus du GPS qui nous emmène d'un point A à un point B en choisissant le chemin le plus rapide, favorisant les autoroutes, etc., qui est pratique pour quand on veut aller vite, quand on va au boulot le matin, mais en plus, on a aussi d'autres modes, qui est le chemin le plus médiéval, le chemin le plus révolutionnaire, en traversant le Paris de la Révolution, le chemin le plus haussmannien, le plus street artiste, le plus tout ce que vous voulez, et qui correspondra, en vrai, à des parcours de week-end, à d'autres types de parcours, et à une multiplicité d'usages. Faisant de l'outil technologique, non pas le moyen de confisquer une forme de savoir, mais au contraire de le développer. Et à chacun de choisir ensuite l'usage qui est le sien. Et là aussi, il n'y a pas d'anathème et pas de dire il y a un bon numérique versus un mauvais numérique. Ça m'intéresse pas, ça. Mais voilà. Mais cette question-là, qui est de dire, donc j'en termine par là, pour de vrai, qui est de dire, dans cette transformation numérique réelle, si on ne prend pas en compte la manière dont le numérique travaille la société, la façon dont le numérique travaille nos esprits, nos façons de penser, nos façons de regarder le monde, nos capacités aussi à nous y projeter. C'était l'exemple de Parcoursup et de nos gamins. Alors, en vrai, cette transformation numérique, elle est vraiment vouée à l'échec. Et c'est pour ça que le lien entre sciences humaines, économie au sens capacité à porter des projets, et des projets que des modèles économiques, parce que ce que je décris là, c'est pas simplement pour la beauté de la sociologie. C'est parce que sans ça,
nos objets ne rencontrent pas la société et donc ne sont pas vendus et donc ça ne marche pas. Ou alors nos boîtes sont entravées dans leur transformation. Et la technologie, c'est cette alliance-là qu'il faut réussir à constituer, faute de quoi, en réalité, la transformation numérique risque vraiment de glisser vers le fossé. Et Dieu sait qu'elle n'a pas que des amis. Et donc, si on n'est pas capable de parer les coups, alors ça va être particulièrement compliqué. Et tous ceux qui l'amènent dans des boîtes savent à quel point c'est difficile. Je pense que là est un enjeu particulièrement fort. En tous les cas, nous, à Matrice, c'est ça qu'on essaye d'environner par cette alliance-là, sciences humaines, économie et technologie. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention, très intéressante et inspirante. En tout cas, on voit bien que chaque fois, au centre de cette transformation numérique, on a l'humain comme clé de voûte essentielle pour avancer. Alors, l'intervention suivante,